Bienvenue à cette édition d'actualité sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement Tchibala est retourné à l'Assemblée nationale ce mercredi 31 mai pour présenter le projet de loi de finances de l'exercice 2017 déposé la semaine dernière auprès du président de l'Assemblée nationale. Ce budget est chiffré à 11 301,7 milliards de francs congolais présentés en équilibre en recettes et en dépenses. Une présentation qui a permis d'ouvrir un débat houleux avant la réplique du chef du gouvernement. Et puis, une délégation africaine composée de représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGL estime que l'injustice et l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires internes de la RDC est inadmissible aux yeux des Africains. Pour Georges Chikoti, ministre angolais des Relations extérieures, l'Union africaine va se réunir pour analyser et prendre une position qui irait dans le sens de soutenir la RDC et s'opposer aux sanctions. Enfin, en dehors de nos frontières, un attentat meurtrier a fait près de 80 morts et de centaines de blessés dans la matinée de ce mercredi au quartier diplomatique de Kaboul, à quelques pas de l'ambassade de l'Allemagne. Jusqu'ici non revendiquée, cette explosion pourrait être rattachée aux insurgés talibans qui avaient annoncé vouloir s'en prendre a priori aux forces gouvernementales et étrangères quelques semaines après l'offensive de printemps. Le Premier ministre Bruno Tchibala est retourné ce mercredi 31 mai 2017 devant la représentation nationale pour présenter les projets de loi de finances de l'exercice 2017 après l'avoir déposé auprès du président de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Selon l'économie du texte, ce budget de l'exercice 2017 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 11 301,7 milliards de francs congolais, soit 23,8% du PIB et un taux d'accroissement de 68,8% par rapport à la loi de finances rectificative de 2016 qui avait été arrêtée à 6 694,5 milliards de francs congolais. Les recettes et les dépenses sont bien entendu arrêtées à 11 301,7 milliards de francs congolais. Les recettes figurent celles de budgets annexes qui se chiffrent à 878,5 milliards de francs congolais devant provenir de recettes des universités et des instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de dépenses. Quant aux dépenses, elles semblent épouser les assignations du gouvernement contenues dans l'accord du 31 décembre. Au regard des accroissements et des affectations financières aux domaines concernés dans le social. Sachez que les dépenses personnelles, par exemple, couvrent 22,1% de budget général et un taux d'accroissement de 8,4% par rapport au niveau de 2016. La présentation de ce budget a été suivie d'un débat houleux avant la réplique du Premier ministre puis son éventuelle réception par les députés et son envoi à la Commission économique et financière pour examen approfondi. Arrivé à Kananga mardi 30 mai 2017 en début d'après-midi, le président de la République Joseph Kabila Kabange s'est aussitôt mis à l'écoute de forces vives de l'espace kassaïen pour trouver des solutions à la crise sécuritaire, socio-économique et humanitaire consécutive aux affrontements armés qui secouent cette région du pays depuis le mois d'août dernier. Mais avant de se mettre à l'écoute de forces vives du centre du pays, le chef de l'État avait présidé immédiatement après son arrivée à Kananga une importante réunion de sécurité afin de faire une évaluation sur la situation sécuritaire et ajuster les opérations sur terrain. Sachez que ces affrontements se poursuivent encore à certains endroits malgré une précédente mission gouvernementale de pacification qui a mis fin au conflit avec la famille régnante de Feu Kamina Sampou. Ces exactions sont donc à la base d'une grave crise humanitaire doublée d'un déplacement massif de population à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Au terme de ces consultations, rapport de source à Kananga, Joseph Kabila devrait annoncer des mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette vague de violence et répondre à la crise socio-économique et humanitaire. Rappelons que le chef de l'État avait instauré en début d'avril dernier un secteur opérationnel dans la région du Kasaï pour renforcer les opérations sécuritaires. Depuis lors, les forces de l'ordre et de sécurité sont parvenues à reprendre le contrôle de plusieurs positions qu'occupaient les milices insurgées. De même, il observe une restauration progressive de la confiance de la population en l'autorité de l'État. L'injustice et l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires internes en République démocratique du Congo sont inadmissibles aux yeux des Africains. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de l'entretien qu'une délégation d'organisation régionale du continent a eu mardi 20 mai 2017 avec le président Joseph Kabila Kabange. La délégation africaine était composée des représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGL. Georges Chikoti, ministre angolais des Relations extérieures, dont le pays assure la présidence tournante de la CIRGL,
a en effet déclaré au sortir de cette audience que son pays, la CIRGL et l'Union africaine sont choqués par des sanctions imposées par l'Union africaine aux 9 personnalités congolaises. Le patron de la diplomatie angolaise a également estimé qu'on ne peut pas résoudre les problèmes congolais avec les recours aux sanctions précoces. Il a annoncé que l'Union africaine va se réunir pour analyser et prendre une position qui irait dans le sens de soutenir la RDC et s'opposer à ces sanctions. Au niveau national, la réaction du gouvernement congolais s'est fait encore attendre. Néanmoins, Évariste Boshab, également visé par les sanctions européennes, a réagi comme nationaliste, théoricien et praticien du droit international. Il a qualifié ces sanctions d'une espèce de poursuite de la colonisation. Professeur en droit à l'UNIKIN et avocat de renom, Boshab a brandi l'incontournable principe du contradictoire et déplore d'avoir été sanctionné sans avoir été entendu. De son côté, la Convention des Congolais unis, parti politique de Lambert Mende, également sanctionné, appelle les Congolais à rejeter ces sanctions. La CCU les considère en effet comme une entorse aux principes fondateurs de la coexistence pacifique et égalitaire entre les nations et invite les Congolais à faire échec à ce qu'elle considère comme une néocolonisation. La sécurité de la province de l'Équateur, le projet du parc solaire, la situation des recettes de la province, bref, l'amélioration de la situation générale de la province de l'Équateur est le souci quotidien du gouverneur Tony Cassius Bolamba. Durant ces 2 journées, le numéro 1 de la province de l'Équateur a reçu différentes personnalités pour avoir un aperçu général sur la marche de la province, notamment l'ordre de médecins, les députés, la société civile, la DGRPEC, mais aussi les services de sécurité. Au cours de leurs entretiens, le gouverneur Tony Cassius Bolamba a donné quelques orientations à ses responsables, question de les accompagner dans leurs tâches pour l'avancement de la province. Nous avons fait une mise au point sur la situation sécuritaire actuelle. J'ai reçu les directeurs des taxes, les directeurs généraux d'État et services des taxes et les receveurs principaux pour faire les points de nos recettes et donner certaines grandes orientations. Mais j'accompagne nos services tous les jours, au quotidien. Même des fois sur terrain, je suis là, moi-même sur place, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Au sortir des audiences, la société civile s'est dit demeurer église au milieu du village. On n'a pas vu toutes ces accusations qu'on avait perpétrées contre notre gouverneur. C'est ainsi que nous, le regroupement dit que nous n'avons pas pu associer avec nos amis et nos collègues des autres sociétés civiles. Nous avons dit à notre président, non, voilà, faites-nous venir les preuves de ce que vous avez eu comme des griefs que vous parlez maintenant au gouverneur. Alors, nous n'avons pas eu cela. C'est ainsi que nous avons déclaré ouvertement, une déclaration ouverte à toute la population. Non, voilà, nous, de la base juridique, nous ne pouvons pas accompagner notre président. Le président, cette histoire qui s'est engagée, lui engage seulement pas le regroupement. Les griefs au gouverneur, ils allaient valables, ils allaient non fondés. Bisso problème na bisso, l'église au milieu du village, c'est-à-dire accompagner les gouverneurs dans le projet de société. Bisso to kuki kozalate ki to kendako barricader route pour que le projet de société à Mokonzi ezala na blocage. Non. S'il y a un problème, société civile, yangonde et pronaka liboso dialogue. To bengani, to sololi na gouverneur pona nini boye, pona nini boye, pona nini boye. Yé azali moto. Il peut aussi se défendre. Il doit dire que regardez, si vous voyez ça, c'est pour ça, 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 ça. Mais na makambo ezali na tinate pe oyo biso hawa na kati ya population tozomona ngote. Nous ne sommes pas au service des politiciens. Je suis honorable député provincial élu de Bolomba. On a fait tomber André Kimbuta à Kinshasa? Non, il travaille bien, il collabore bien avec les députés. Et pourquoi on peut les tomber? Non, Bolamba ne tombera jamais. Parce qu'il travaille bien à Mbandaka. Quant à la privatisation de la DGRPEC par le gouverneur, son directeur général rejette en bloc toutes ces allégations. Il dit être dispo à fournir toutes les données acquises de droit qui veut procéder à un quelconque contrôle. À chaque propos, il faut faire une petite enquête pour savoir la véracité des affaires. Alors moi qui suis à la tête de la régie provinciale, je demande
aux institutions de droit, s'ils veulent la clarté, de venir faire des investigations, de venir faire des contrôles pour que la vérité sorte de tous ces médisances, je dirais, entre guillemets. Après ces différentes réunions, le gouverneur de la province de l'Équateur, Tony Cassius Boulamba, va procéder à des descentes sur terrain pour un accompagnement complet. Le coordonnateur du Bureau des affaires humanitaires de la MONUSCO, Mamadou Diallo, a annoncé ce mercredi 31 mai, au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne, l'allocation d'une enveloppe de 3 millions de dollars pour une assistance en faveur de populations de l'espace kassaïen, gravement affectées par la crise humanitaire consécutive au conflit armé qui secoue cette région de la RDC. Cette contribution s'ajoute à celle récente du Fonds central pour les interventions d'urgence des Nations Unies et des fonds humanitaires pour la RDC. Ces organes d'assistance des Nations Unies avait dès le début de la crise alloué une enveloppe de plus de 10 millions de dollars pour faire face à cette crise. À ce jour, cependant, les besoins humanitaires dans la région kassaïenne sont estimés à plus de 40,2 millions de dollars, surtout pour faire face à la menace d'une malnutrition sévère qui pourrait affecter plus de 400 000 enfants. Par ailleurs, Charles Bambara, porte-parole de la mission onusienne en RDC, a fait état de la plaidoirie du secrétaire général de l'ONU pour la mise en œuvre rapide de l'accord politique du 31 décembre 2016. Pour Antonio Guterres, la mise en œuvre de cet accord est la seule voie viable pour la création d'un climat politique apaisé en vue de la tenue des élections crédibles en RDC. La MONUSCO continuera à contribuer à la création de ces climats pour la tenue d'élections pacifiques, crédibles, inclusives et dans les délais, a ajouté Charles Bambara. Quant au processus d'enrôlement qui est déjà en cours à Kinshasa, le porte-parole de la MONUSCO a promis le soutien de la mission onusienne, tout en invitant la population à s'enrôler massivement. Près de 400 enfants congolais sont exposés à une malnutrition sévère dans le Grand Kasaï, selon une alerte lancée par l'OMS. Selon cette organisation du système des Nations Unies, la crise sécuritaire au Kasaï a gravement affecté les programmes de santé au cours de ces derniers mois, exposant plus de 400 000 enfants à une malnutrition sévère. Pour pallier à cette situation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a besoin de 40,2 millions de dollars américains afin d'organiser une réponse urgente dans l'espace kassaïen. Les enfants sont ainsi exposés en raison des exactions en cours qui les privent de tout accès aux services de base et même à l'eau potable. Selon l'UNICEF, les approvisionnements alimentaires sont devenus rares au Kasaï depuis septembre dernier suite à la révolte des milices dites Kamwina Nsapu contre les institutions publiques. Le tabac, une menace pour le développement, tel est le thème retenu pour cette année 2017 dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac qui est célébrée le 31 mai de chaque année. À travers ce thème, l'Organisation mondiale de la santé OMS a voulu sensibiliser sur la façon dont le tabac met en péril le développement des nations. Face à ce péril, l'OMS invite les gouvernements à prendre et à appliquer des mesures fortes pour lutter contre le tabac. Elle préconise, au nombre de ces mesures, l'interdiction du marketing et de la publicité sur le tabac, la promotion du conditionnement neutre pour les produits du tabac, l'accroissement des produits d'accise, l'interdiction du tabac dans les lieux publics et du travail. Ici est de noter qu'actuellement, d'après les statistiques, 7 millions de personnes meurent chaque année des suites directes ou indirectes du tabagisme. Cela coûte aux particuliers et au gouvernement 1,4 milliard de dollars américains. Au regard de ces sombres tableaux, l'OMS estime que le tabac aggrave la pauvreté et ne favorise pas la productivité économique. Elle poursuit en indiquant que si les gouvernements prenaient des mesures adéquates de lutte anti-tabac, ils pourront préserver l'avenir de leur pays. Pour rappel, la toute première journée mondiale sans tabac avait été célébrée le 31 mai 1988. Le directeur de la communication de Donald Trump a démissionné le mardi 30 mai dernier au terme des 3 mois seulement d'exercice de ses fonctions. Mike Joop avait pour mission d'améliorer et de booster la communication du nouveau président américain. Faute des résultats positifs et confronté à des polémiques qui se succèdent autour du président américain, dont celle autour de l'ingérence russe dans la présidentielle aux États-Unis, le patron de la communication de Trump a ainsi jeté l'éponge. Mike Joop a cependant avancé des raisons personnelles pour justifier sa décision, ajoutant que c'était un honneur pour lui d'être au service du président Trump et son administration. Il faut relever que Duke n'a pas vraiment été en première ligne dans la communication de Donald Trump.
Il n'est en effet pas parvenu à valoriser les déclarations incontrôlées de son patron, le président, ni moins encore canaliser sa fougue. Il n'a donc eu le choix que de rendre le tablier. Cette énième démission dans l'administration Trump souligne une fois de plus les difficultés pour le président américain d'asseoir une communication efficace et convaincante pour améliorer son image depuis les premières révélations sur la collision entre son équipe de campagne et la Russie. Et les choses ne se sont pas améliorées avec les limogeages le 9 mai dernier du directeur général du FBI, James Comey, qui enquêtait justement sur ce dossier, entre autres. Un attentat meurtrier se produit tôt dans la matinée de ce mercredi 31 mai 2017 dans les quartiers diplomatiques de Kaboul, près de l'ambassade de l'Allemagne. Une voiture piégée au centre de la capitale afghane a explosé vers 8h30, causant près de 80 morts et de centaines de blessés, a indiqué le porte-parole de la santé afghane. D'autres responsables gouvernementaux estiment par ailleurs que ce bilan risque de s'alourdir vu l'ampleur de l'explosion. Les dégâts sont énormes, même à plus de 2 km à la ronde du lieu de l'attentat, où les rues sont jonchées de débris de verre et de bois. Toutes les vitres de commerce et des immeubles ont explosé dans les quartiers Wazir Barkan et Shar, montrant la violence de l'explosion. Jusqu'ici, cet attentat n'a pas été revendiqué, mais il convient de signaler que quelques semaines après l'offensive de printemps des insurgés talibans, ce dernier avait annoncé vouloir s'en prendre a priori aux forces gouvernementales et étrangères. À présent, place au rappel de titre. Le gouvernement Tchibala est retourné à l'Assemblée nationale ce mercredi 31 mai pour présenter les projets de loi de finances de l'exercice 2017 déposés la semaine dernière auprès du président de l'Assemblée nationale. Ce budget est chiffré à 11 301,7 milliards de francs congolais présentés en équilibre en recettes et en dépenses. Une présentation qui a permis d'ouvrir un débat houleux avant la réplique du chef du gouvernement. Et puis, une délégation africaine composée de représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGL estime que l'injustice et l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires internes de la RDC est inadmissible aux yeux des Africains. Pour Georges Sikoti, ministre angolais des Relations extérieures, l'Union africaine va se réunir pour analyser et prendre une position qui irait dans le sens de soutenir la RDC et s'opposer aux sanctions. Enfin, en dehors de nos frontières, un attentat meurtrier a fait près de 80 morts et de centaines de blessés dans la matinée de ce mercredi au quartier diplomatique de Kaboul, à quelques pas de l'ambassade de l'Allemagne. Jusqu'ici non revendiquée, cette explosion pourrait être rattachée aux insurgés talibans qui avaient annoncé vouloir s'en prendre a priori aux forces gouvernementales et étrangères quelques semaines après l'offensive de printemps. Cette édition est terminée. Merci de votre fidèle attention à la rédaction de BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 31 mai 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Arrivé hier à Kananga, Joseph Kabila à l'écoute des populations éplorées du Kasaï. Selon des sources, le Raïs va dans un premier temps prêter oreille à ses compatriotes meurtris avant de prendre les mesures idoines dans les cadres de la sécurité des personnes et de leurs biens, peut-on lire dans Forum des As. Et les journaux de poursuivre. Aussitôt arrivé hier mardi 30 mai dans l'ex-Louloabourg au centre du pays, le chef de l'État a entamé des consultations avec les différentes composantes des forces vives. Au menu, la crise sanglante déclenchée à la suite de la mort en août 2016 du chef traditionnel Kamwina Nsapu. Un conflit qui a fait plusieurs milliers de morts et des déplacés internes. La présence du premier d'entre les Congolais dans cette partie du pays devrait rassurer ses compatriotes. C'est un signal fort qui voudrait dire que les choses rentrent à la normale et que plus rien ne devrait être comme avant. En garant de la conduite de la politique extérieure de l'État, le président Joseph Kabila prendra des mesures qui s'imposent pour enrayer cette vague des violences qui a frappé son ménagement les Kasaï du fait des terroristes labellisés Kamwina Nsapu. C'est ce qu'explique qu'à peine arrivé à Kananga, le temps d'être accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, mais aussi par les membres du Conseil provincial de sécurité, le président de la République a tenu aussitôt une réunion de sécurité élargie. Le chef d'état-major général des FARDC et d'autres officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise y avaient pris part.
Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité online.net qui rapporte budget 2017, Bruno Tshibala affronte les députés. Ce mercredi 31 mai 2017, Bruno Tshibala affronte pour la deuxième fois consécutive en l'espace de quelques jours la représentation nationale. Cette fois-ci, c'est pour défendre son projet de loi de finances exercice 2017 déposé au bureau de la Chambre basse le vendredi 26 mai 2017, peut-on lire sur ces sites qui poursuit. Estimé à près de 8 milliards de dollars américains, ce budget, si jamais il est adopté par les élus du peuple, permettra à Bruno Tshibala de mettre en œuvre son ambitieux programme d'action tel qu'il avait présenté aux mêmes députés lors de l'investiture de son équipe le mardi 16 mai dernier. Le journal en ligne note par ailleurs que le contexte est tout à fait particulier. Des défis sont énormes. Sur le plan politique, Tshibala Nzenze devra matérialiser la volonté de la classe politique exprimée dans l'accord du 31 décembre 2016 avec à la clé l'organisation de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Au plan économique, le Premier ministre est appelé à rééquilibrer le cadre macroéconomique marqué notamment par le ralentissement de l'activité, la flambée des prix des biens et services sur les marchés ainsi que par la dépréciation sans cesse brutale du taux d'échange. Côté social, le gouvernement dit d'union nationale a manifestement des marges de manœuvre très réduites pour en finir avec les taux élevés de chômage, plus particulièrement chez les jeunes, la baisse du pouvoir d'achat de la population, l'observance du mouvement des déplacés internes à la suite des conflits communautaires et coutumiers sur fond d'une misère généralisée. Rien à faire, il devra faire avec, car les attentes de la population meurtrie sont immenses alors que la communauté internationale s'éloigne de plus en plus avec ses habituels appuis budgétaires. Qu'à cela ne tienne, Bruno Tshibala sa recette. Son budget dont les grandes lignes seront débattues à l'hémicycle du Palais du Peuple aujourd'hui est là. Bouclons cette revue de presse avec RadioOkapi.net qui titre 145 volontaires de santé communautaire au Baweli pour contenir l'épidémie d'Ebola. 145 volontaires de la Croix-Rouge de la RDC et des agents de la santé communautaire sont déployés dans la province du Baweli, indique le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un communiqué publié le 30 mai. D'après la source, ces personnes ont pour mission de contenir l'épidémie d'Ebola déclarée dans cette partie du pays depuis le 12 mai. L'UNICEF fait remarquer qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie à virus Ebola et que l'un des moyens de s'y protéger est de la sensibilisation de la population en collaborant avec les travailleurs de santé et les communautés. Nous avons vu dans les épidémies précédentes que travailler en étroite collaboration avec les travailleurs de santé et les communautés est le moyen le plus efficace pour informer rapidement le public sur les moyens de se protéger contre la maladie à virus Ebola et de prévenir sa propagation, note le représentant intérimaire de l'UNICEF en RDC. Dans leur travail de sensibilisation, ces volontaires devront fournir des informations de prévention aux populations locales sur la façon de chlorer l'eau, de désinfecter les foyers pour arrêter la maladie et sur des pratiques funéraires sécurisées car les personnes décédées du virus Ebola sont contagieuses, précise l'UNICEF. Cette agence des Nations Unies souligne la nécessité de cette collaboration pour éviter que des rumeurs créent la panique et pour que les ménages reçoivent les bons messages pour se protéger contre la maladie. C'est la fin de cette revue de presse. Merci d'avoir suivi et restez branchés sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat.
Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, Rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.